bonjour, ravi de vous retrouver. Comme chaque matinée, nous sommes toujours fidèles au poste afin d'égayer vos matinées de ce mois d'août. Alors j'espère que vos vacances se passent très bien. Alors pour sommaire de cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir avec moi Yazid Ait Mahiddine qui va nous parler de la célébration de l'Asbiba, cette fête millénaire qui se passe à Jeannette et qui coïncide avec Ashura. Ensuite, c'est Dr Boulzakrim qui viendra avec Mounia Ouatis. Alors Boulzakrim qui nous parlera des bobos de la plage et Mounia qui nous parlera du mal du transport. Ensuite, nous ferons une plongée sous les mers en compagnie de Madame Siham Rahmania qui est fondatrice du club plongée Décapal qui se trouve à Décaplage. Vous l'aurez compris, on va parler de plongée sous-marine. Toujours dans le monde aquatique, nous aurons le plaisir de recevoir les représentants de la Fédération algérienne de l'aviron. Vous allez voir cette activité qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et en attendant de les recevoir, je vous laisse avec ce clip de Tinariwen qui rend hommage à l'Imzad. A tout de suite.
Bonjour, Comment Azul, ça va? Ça va? Bien? Ça va, oui. ça se L'été, passe les bien. vacances? Oui, on est en plein vacances en Cache fait. pas. T'es T'es plutôt montagne ou plage? Les deux, montagne, plage, fleuve, lac, جو tout. بربح. Tout, bahr. Alors dis-moi, mais on va partir au sud. Ah ben oui, On va partir on au va Sahara. planter les décors du côté de Janet, Oui, alors on va parler de l'Asbiba, Las Beiba. cette ouais. fête millénaire hein, des Touaregs. Oui. En fait, on est dans l'un des trésors de l'humanité, donc Oui. le Tassili Najer, classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité en 1982. Et puis, à l'intérieur de cet espace, de ce musée à ciel ouvert, du 2 jusqu'au 9 de Muharram, Oui, oui. les Touaregs célèbrent oui. la Sbeiba, Oui. et ça coïncide avec l'Ashura. Ashura, oui. Et cette Sbeiba elle a été classée aussi patrimoine immatériel de l'humanité. Et pourquoi? Parce que c'est une fête qui prône la paix en La fait. paix, exactement. C'est ça. C'était entre deux tribus, Azlouaz du sud et Imran du nord. Imran du nord et Azlouaz du sud. Et en fait, elle est ponctuée, elle est jouée sur 3 temps. Le premier temps, les préparatifs, Timoulawin. C'est les préparatifs. Voilà, c'est les préparatifs, donc les Timoulawin. Donc, c'est les hommes et les femmes se préparent à ce grand rendez-vous pacifique. C'est une chorégraphie de la paix, en fait. C'est ça. Donc, ils se préparent d'une manière par rapport à leur tenue, au oui, maquillage. déjà par rapport aussi à l'exécution de ce qu'on appelle gonga, donc les tambourins. Donc, ils ont sur les calebasses, ils commencent à jouer sur des temps assez qui rappellent un peu l'esprit tribal, épique en fait, épique et chevaleresque donc des Touaregs. Et par la suite, il y a aussi les tenues traditionnelles, le savoir en matière d'embellissement corporel, c'est ça. des tenues traditionnelles. Alors les femmes, c'est les bijoux, le maquillage. Absolument. Et pour les hommes, il y a aussi c'est la tenue. C'est tout un cérémonial en fait. Ça. Et pour les hommes, il y a ce qu'on appelle le takumbukt. Le takumbukt, c'est tout le costume traditionnel, comment il est, Très beau. voilà, il y a tout ça, toute cette mise en scène, etc. Et puis il y a c'est pas la valse à 1000 temps, mais c'est la Sbeiba à 3 temps. Oui. Mais quand vous parlez de temps, moi c'est cette musique qui retentit. Hein. Absolument. Donc il y a le tenfar, ce qu'on appelle en tergui tenfar. Tenfar, c'est les 2 tribus, donc Imran et Azlouaz, qui se rencontrent dans le lieu dit Loria. Donc c'est un terrain neutre entre les 2 tribus. Ils se rencontrent dans ce terrain et ils sont parés de leur belle tenue et avec aussi tous les tokumbuk, le bijou, la couleur indigo, etc. Donc c'est dans ce lieu où tout se passe en fait. Et également le 3e mouvement en fait c'est Tikimsim. Tikimsim, c'est les femmes qui sont là en train de jouer donc aux percussions et les hommes dans leur danse guerrière avec leur tenue, avec tous les armes, etc. Et tout. Donc c'est tout ce jeu. D'ailleurs, il y a des sources qui remontent en fait, par rapport à cet événement, par rapport à cette célébration, elles remontent à 3000 ans, c'est-à-dire même pendant la période pharaonique. Toujours un rapport avec la période pharaonique. Il se base sur les gravures rupestres. Donc ces gravures rupestres où l'on voit aussi des scènes de joie, etc., où l'on voit aussi l'utilisation des chevaux, etc. Et là, on rapporte un peu la Sbeiba à des périodes pharaoniques. C'est ça, c'est à la mort on dit que c'est la mort c'est pour célébrer aussi la mort de Ramsès. Absolument. Et pendant ce tumulte entre les 2 tribus, ils font semblant de se battre, ils font semblant, mais ils n'arrivent jamais à l'affrontement. Oui, c'est la célébration de la paix, de la concorde entre les 2 villages. Et pour dire
que le Sahara est un havre de paix. Ah oui, oui. C'est un havre de vrai. paix, c'est un lieu de tranquillité. Raha. Les gens, ils sont là à nous recevoir dans la légendaire hospitalité. أنا بديت نتوحش. Ah bon? Oui. Eh ben, En plein mois d'août, hein. eh ben, il fait moins chaud qu'ici. Exactement. Mais ce que les gens ont tendance à ne pas comprendre, enfin, ils pensent vraiment que, enfin, c'est des idées reçues, qu'il fait très chaud maintenant au sud. Bon, c'est vrai qu'il y a des régions, mais comme à Tamanrasset, maintenant, on dort avec la couette. Oui, il y a des oasis, c'est un climat tempéré, etc. Et je voulais parler également de la transmission. Comment se fasse la transmission de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle Timrarin, donc c'est les vieilles, Timrarin Gay, donc c'est vieilles femmes, c'est sages. Il y a la transmission de tout le répertoire poétique et des chants. Oral. Voilà. Après, il y a la transmission du savoir-faire en matière d'embellissement corporel. C'est ça, c'est très important parce que c'est beaucoup plus esthétique aussi. Oui, hein. de la coiffure en fait aussi. Et bien évidemment des tenues vestimentaires et leurs couleurs. Donc c'est des couleurs chatoyantes, on voit aussi les foulards, on voit aussi... Enfin, mais c'est des couleurs symboliques qui Absolument. Mais toi, tu es prêt à partir, Yazid? Bah tu oui. vois, avec ta tenue. Ouais, ben, on est dans le bain pour y aller à... Je suppose aussi, il y a des agences de voyage, il y a des personnes aussi qui... Absolument, il suffit d'écrire sur les réseaux sociaux Sbeiba. Et on a une avalanche de propositions, d'offres alléchantes, et puis des conseils pratiques pour avoir une gourde d'eau, pour avoir les chaussures qui vont avec. Il va y avoir aussi des crèmes solaires. Et, surtout. Oui, et puis mettre aussi de la laine, etc. Donc il y a beaucoup de conseils pratiques par rapport à ça. Mais je connais beaucoup d'étrangers, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ah oui. Je parle des gens locaux, mais surtout à l'international. Ils attendent cette date avec impatience. Il y a une référence aussi. Donc, il y a le Centre national des études historiques, préhistoriques, anthropologiques, le CNRPH, qui a fait toute une étude. Il y a beaucoup d'études sur ça, sur cette Sbeiba. Il y a eu même le réalisateur Belkacem Hadjadj, qui a été parmi les premiers à avoir travaillé sur la Sbeiba et sur tout le mythe donc, et tout l'aspect anthropologique par rapport à cette célébration de la Sbeiba. Il faut le faire. Moi, j'incite le téléspectateur, il faut le faire au moins dans sa vie. Comme le Mouloud Ibn Abbas, Sbiba Janet, il faut le faire parce que on ressent vraiment la fête. Je dirais religieuse d'Al-Ashura, peut-être parce que ça coïncide, mais vraiment c'est tribal. Et puis il y a toute cette profondeur, cette relation avec la terre, avec cette profondeur amazigh, cette profondeur africaine qui est là. Il y a tout le brassage arabo-africain. Et puis il y a aussi ces références à la religion musulmane par rapport à Ashura. C'est ça. Et toute cette culture de la paix que prône cette fête. Moi, je pense que les parents, s'ils veulent vraiment faire des cadeaux comme ça à leurs enfants, moi je pense que c'est un des plus beaux voyages parce qu'ils découvrent déjà le sud algérien, Janet, qui est déjà il y a des trésors inestimables à travers les gravures rupestres. Et puis, bien évidemment, la fête de la Sbeiba qui commence le 2 jusqu'au 10 c'est une célébration, c'est pendant une semaine. De Muharram. Voilà. Nroho. Bah, roho. Yallah. Voilà. Yallah, avance. On y va. Toi, tu es déjà préparé. Khlas, toi, tu es prêt. Oui. Khlas, on en a fini avec la Sbeiba. Je pense, oui. Et pour passer au jazz, je pense que l'un des grands numéros, l'un des grands maîtres du jazz, c'est Archie Shepp. Il est parti dans le sud. Il a fait une fusion également avec les Touaregs en 1969 à l'occasion du festival panafricain. Mais on ne peut pas rester sans rien. Quand on part au sud, on n'en revient pas comme on est parti. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es d'accord ou pas? Bah oui, parlant d'une sudiste à 100% et d'une mordue
du Sahara. Tu parles de qui? De toi. Moi, j'incite à partir, à découvrir, parce qu'il y a une sorte de paix, comme tu dis, une remise en soi, enfin, il y a plein. Moi, je suis... On est en parfaite harmonie avec soi-même. Oui, exactement. avec soi-même et avec Dame Nature. C'est ça. Classe. Bah là, quand tu veux, Yazid, yallah. Bah, parlant de jazz, tu m'as préparé une très belle transition. Avant de recevoir mes prochains invités, je vous laisse avec Magnifique de la Mélodie Gardot, comme toujours, avec cette magnifique. Alors, dites-moi, je viens de recevoir mes invités, docteur Boulzakrim. Vous êtes chirurgienne cardiaque, cardiovasculaire, marhaba bik. Bonjour. Et ma collègue Witis Mounia. Bonjour. Hello. Hi. Comment ça se passe les vacances? Ça va? Ah ben pas encore là les vacances. Pas encore. Non. Vous attendez septembre? Fin août. Fin août. Mais bon, Vers on a de la fin. chance d'avoir la mer à Alger, donc ça va. On en Super. profite. Ah oui, donc Après déjà le travail. la plage. Ah oui, oui. Ah ben là, donc c'est semi-vacances. Voilà, c'est Voilà, vacances. Mounia et toi? Pareil, plage de temps en temps. Tant Ouais. qu'on travaille, on est là, on travaille. Et puis, Exactement. voilà. Enfin, Limite. on dit coucou aux téléspectateurs, après on part à la plage. Exactement. Alors dites-moi, parlons de plage. Alors, les petits bobos, on a des petits bobos comme ça à la plage. Méduses, enfin qu'est-ce qu'on peut avoir comme bobo quand on est à a la un mer? peu de tout. Donc on va commencer par les... C'est vrai que les méduses posent problème, surtout en cette saison. Là, le mois de juillet, il y en a eu beaucoup apparemment dans Oui. pas mal de régions. Mais pourquoi c'est parce que c'est la température de l'eau. C'est Hein. la température de l'eau. L'eau est C'est chaude ça. quand même. Hein. L'eau est chaude, il y a les vagues également, et donc on en trouve pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont tendance à appeler pour dire « Mon fils, ma fille a été touchée par une méduse, qu'est-ce que je fais ?» Oui. Donc moi, le premier conseil que je donne quand c'est au téléphone, je leur dis « Vous allez directement au niveau du centre sanitaire qui est au bord de la plage. » D'accord. Parce qu'il y en a au niveau de toutes les plages en fait. Ça, c'est le premier conseil. Ils ne sont jamais sûrs que c'est une méduse. Ah, C'est là où se d'accord. pose le problème. D'accord. Donc nous, quand on nous appelle, on nous dit on ne sait pas si c'est une méduse, c'est rouge. Oui. Or, on sait qu'en dehors de la méduse, on a également au niveau des pieds les piqûres des vives également, qui sont assez venimeuses. Et donc, on préfère de ce fait les orienter vers D'accord. les Et s'il n'y a centres, pas, hein. on est dans une espèce d'une plage. Eh bien là, pour chaque type de blessure, il y a quelque chose à faire, en fait, de différent. Ah, on a des astuces. Bon, là, pour la méduse, le premier réflexe à faire, c'est de bien rincer avec de l'eau de mer. Ah, Oui, et il faut mettre du sable dessus. Il d'accord. faut immédiatement mettre du sable, mais humide. Les gens se trempent. En fait, il faut mettre du sable humide et attendre qu'il sèche. Ok, Une tu fois savais qu'il ça? a séché, il faut frotter, mais vraiment frotter. Quitte à utiliser une carte de crédit, par Oui. exemple, pour bien racler la peau. Comme une Parce espèce que de là- gommage. Voilà, parce que là, on enlève les cellules qui sont inflammatoires en raclant. Et ça évitera d'avoir par la suite les cloques ou des choses pareilles. D'accord. Alors, moi, j'ai entendu Voilà. l'huile d'olive. Ah J'ai non, même entendu surtout autre pas chose parce que ça je ne donne, pourrais ça donne des parler. cloques, ça donne beaucoup de Friends. choses. Non, si on veut soulager, c'est l'eau de mer L'eau de mer. et du sable humide rapidement. Voilà. Et après, Bien on le- racle. Ensuite, on racle jusqu'à ce que ça parte, avec une carte carrément. Donc, Et ça, là, c'est en la fait, méduse. Oui, là, on enlève les cellules inflammatoires. D'accord. On a ce qui est un peu plus embêtant, c'est les piqûres de la vive, Oui. qui se trouve en Méditerranée, qui est très connue. Ça, c'est très, très douloureux. C'est vraiment une douleur qui va jusqu'à l'os, si on peut le dire. Et c'est là où on reconnaît un peu la différence avec une méduse, où c'est un peu plus gentil quand même. D'accord. La méduse, Et elle est pareil. plus gentille, hein, Oui, Yilma. sa douleur est beaucoup plus gentille. Parce que là, la vive, elle envoie un venin et qui va vraiment jusqu'à l'os. Hein. C'est un coup électrique impressionnant. Et là, ce qu'il faut faire, c'est pareil. Hein. Il faut rincer, il faut désinfecter, mais surtout, ce qu'il faut savoir, les piqûres de vive, c'est à la chaleur qu'on arrête. Parce qu'il y a du venin. Donc là, on n'a pas le temps d'aller quelque part ou dans des centres. D'accord. Et c'est un venin qui est thermolabile, ça veut dire qu'il meurt sous l'effet de la chaleur. Et donc, Donc, On soit s'expose. c'est du sable très très chaud qu'on met dessus, carrément, mais vraiment chaud. On n'a pas d'eau chaude au bord de la plage parce qu'il faut une eau à une température de 45 degrés. S'il y a un briquet dans les parages, c'est carrément au feu qu'on fait disparaître carrément le venin.
Donc c'est vraiment, Mais s'il vous y a parlez- des gens qui fument, Oui. c'est connu, c'est avec la cigarette qu'on Ben fait justement, ça comme carrément. vous parlez là, je me rappelle une fois, on était à un resto et un petit garçon, il a eu une piqûre d'abeille. Oui. Et le pauvre, il a commencé à pleurer au camel. Et donc, il y a quelqu'un qui nous dit non, non, non. Alors, il a pris sa cigarette, il allume. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va lui acheter? En fait, non, c'est la chaleur. Et là, il faisait vraiment. faut rapprocher. Jimara Hadik, قدام la Voilà. plaie. Sans brûler. Et c'est incroyable C'est la comment chaleur. le gamin, ça a été Et soulagé. ça tue le venin de la vive aussi. Ça nous évite des Donc, soucis. il faut avoir des cigarettes maintenant. Maintenant, ce qui... Ah, Ou bon, du aller à la feu ou plage, quelque qu'est-ce qu'il faut? La chose, crème solaire, c'est des la cigarettes, chaleur. s'il vous plaît. D'ailleurs, même une fois à la maison, c'est de l'eau chaude pendant 12 minutes à peu près, pour que ça D'accord. disparaisse complètement. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, il faut prévenir les parents, parce qu'en général, on reste au bord de la mer, on s'en va pas Oui, pour autant. oui. Là, il faut surveiller, que ce soit les enfants ou les adultes. Si on commence à avoir des démangeaisons, si on commence à avoir une gêne au niveau de la gorge, Ça, c'est l'allergie. une petite toux sèche, là, il faut vraiment craindre. Là, on est en train de passer à une allergie et peut-être à un œdème de Quick par la Ouais, suite. évidemment. C'est rare, mais quand ça commence comme ça, c'est l'allergie. Là, on risque de faire un état de choc carrément. Et c'est là où il faut aller directement. Mais quand on reste avec vous, les médecins, vous me faites peur, on n'a plus envie d'aller à la plage. Là. Ah, si, non, il faut y aller. hein. Il y a des moyens d'éviter. Il y a l'insolation aussi. hein. Oui, c'est ça. L'insolation qui peut très mal tourner aussi. hein, Et pour du beaucoup coup, de il faut mettre de la personnes. tomate. Adultes. Il faut mettre de la tomate, ça marche. Ah, Quand on n'a pas les moyens d'acheter les fameuses crèmes à l'aloe vera, ben on met de la tomate. d'accord. Ça Oui, c'est marche vrai que ça très soulage. très bien. Ouais. En fait, il faut bien se laver avec de l'eau fraîche, surtout, Et plusieurs après, fois. et mettre Et puis on met de la tomate, ça marche très bien, des rondelles de tomates. la tomate, donc c'est bien pour contre les insolations. Oui, tout à fait. Donc c'est pas un ouais, mythe, ouais. ça. Non, non, c'est pas un mythe. Ça donne d'excellents résultats contre l'insolation. C'est un peu plus économe aussi que les crèmes en fait, surtout pour les grosses insolations. Ce qu'il faut savoir, on a également, on a les plaies, on peut se blesser à la plage, c'est très connu, avec du verre cassé, avec du métal. Là, la première des choses à faire, c'est vraiment de rincer avec de l'eau douce et non pas l'eau de mer, comme le pensent beaucoup de gens. Ça pique. Oui, ça pique, non, et puis c'est pas forcément propre. hein. Donc l'eau douce, c'est vraiment, on est certain que c'est propre, désinfecté. Quand on a des saignements, j'ai vu des gens faire des garrots carrément, ça ne sert absolument à rien, c'est mauvais, mais c'est la compression sur le point du saignement. D'accord. C'est vraiment comprimé avec Arrêter. un point. D'accord. Pendant 5 minutes, ça finit par s'arrêter. Donc, Ok. c'est des petits gestes à connaître. Parlons de mythes. Il y a quelque chose qui me tarabuse depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de Voyons ce que c'est. Par rapport à la piqûre de méduse, Oui. on dit que aussi on peut la traiter avec l'urine. Non. Alors, l'histoire de C'est vrai, il y a l'urine. toute une génération qui comprend pourquoi je dis ça. Bon, alors, vous pourrez emmener 10 000 enfants faire pipi là-dessus, vous allez plus en rigoler qu'autre chose. Hein. Ça Mais- sert absolument à rien, c'est fait pour rire en Ça, fait. c'est la plus qu'autre chose. Trent. C'est- Voilà, c'est plutôt C'est Monica marrant, et rigolo, voilà. Mais ça ne sert absolument à rien du tout par rapport aux piqûres de méduses. Donc voilà, que la chaleur. Voilà. Et donc, il y a les intoxications aussi. Oui, les intoxications alimentaires posent un gros problème pour 2 raisons. D'abord, on a les aliments que les gens amènent avec eux à la plage, où souvent on trouve des aliments à base de tomates. Alors, il ne faut pas ramener de tomates au bord de la acide. mer. C'est-à-dire, même si on a des glacières, les glacières modernes, là, toutes souples, elles finissent par chauffer quand même, par se réchauffer. D'accord. Ça, c'est très toxique, hein. Ça donne des gastro-entérites. Les œufs au bord de la mer, pareillement. Les C'est des pastèques. Voilà. Alors, les pastèques, de voir des gens s'arrêter au bord de la route et acheter des pastèques déjà précoupées, La moitié. ça, franchement, c'est source de maladies très graves. Ça peut aller jusqu'au choléra, en fait. Yeah, yimma. Parce que la pastèque, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de maladie? La pastèque, on la nettoie chez nous avec un peu d'eau de javel quand même. Là, c'est dans la rue que c'est juste nettoyé. On ne sait pas d'où vient le couteau. Et donc, on a toutes les saletés qui rentrent dedans. C'est-à-dire, l'intoxication alimentaire, ce n'est pas les mains, c'est le matériel qu'on a et C'est ce qu'on ça. ramène. Donc, je C'est pense ça. que les gens doivent faire un peu plus c'est attention, ça. prendre des fruits, des sandwichs préparés, oui, ça en vaut la peine parce qu'on va manger le sandwich. Mais avoir des boîtes de tomates, de je ne sais pas quoi, ça c'est dangereux. L'autre cause de gastro-entérite, notamment chez les enfants, mais qui touche aussi l'adulte, c'est carrément l'eau de mer. On voit des enfants, les parents s'amusent, leur apprennent à nager, puis c'est pas grave, shrob el ma. Il ne faut pas les laisser boire autant, avaler autant d'eau de mer. Ça, c'est toxique aussi. Pour certains, hein. c'est un jeu.
Oui, pour certains, c'est un jeu. Or, non. D'abord, on a le problème de gastro-entérite et les diarrhées toute la nuit, et la déshydratation. Donc, ce qu'il faut faire au bord de la mer, c'est de boire au minimum 1 litre, 1,5 litre d'eau, même pour les enfants. Il faut qu'ils boivent tout le temps. La deuxième des choses de ces enfants qui boivent de l'eau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des syndromes qui peuvent s'exprimer 1 semaine, 15 jours plus tard. Parce que cette eau chez les tout petits va aller dans les alvéoles d'abord. C'est pas comme un adulte qui va les sécréter. Et les enfants ont une sécrétion spéciale qui se trouve chez eux qui s'appelle un surfactant. Au bout d'une noyade sèche. Voilà, c'est ce qu'on appelle la noyade sèche qui vont développer 1 semaine après, 10 jours après, vous avez votre enfant qui va étouffer, qui va s'asphyxier en fait, qui va se noyer. C'est une noyade sèche. C'est les cordes, c'est carrément les cordes qui vont se fermer au niveau. Et donc, comment on réagit? Ben là, c'est les urgences. Il faut aller aux urgences rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que les gens doivent comprendre que boire autant d'eau de mer, notamment pour l'enfant, n'est pas bon. Nous, l'adulte, on le recrache immédiatement. À peine ça arrive là, on recrache. Mais un enfant, ça rentrera dans ses branches. Donc, si on veut leur apprendre à nager, il faut quand même faire attention à ces petits détails. C'est très, très important. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ces éclairages. Vous revenez quand vous voulez pour nous enlever à belle comme il a des idées reçues, des mythes. Qu'on arrête le carnage. Pour la tomate. Oui, la tomate, ça va. Le concombre aussi, d'ailleurs, c'est pas mal. Le concombre aussi. Oui. Et l'aloe vera. L'aloe vera, la plante, c'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Alors, Mounia, dis-moi, donc nous avons les bobos. Les mâles de transport. Avant d'aller, justement, comment on y va à la plage? Comment on va en vacances? On prend un transport et on va parler du mal des transports, tout simplement. Que ce soit par voiture, par bateau. Le mal de mer, c'est connu, mais ça peut arriver sur Terre avec la voiture, avec le train, avec l'avion. C'est un peu plus rare l'avion, mais ça peut arriver et le trajet devient tout de suite très désagréable, voire assez dur. Ça touche en général, ça ne touche pas les nourrissons, par exemple. Parce que si vous avez remarqué, les nourrissons, au contraire, ils te parce qu'ils ont l'habitude ils ont l'habitude justement quand ils sont dans le ventre de leur maman, ils ont l'habitude d'un peu de ces mouvements-là. Et voilà, exactement ça. Mais à partir de 2 ans, les jeunes enfants, les adolescents peuvent en souffrir et quelques adultes aussi, ils peuvent en souffrir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le mal des transports en général? Alors, c'est un conflit entre les sens. D'accord. Alors, le conflit entre les sens, c'est quoi? C'est le mal de transport est lié à un conflit entre les informations sensorielles qui arrivent au cerveau. Il y a à la fois des messages qui viennent de la vue, en provenance de l'oreille interne, l'organe qui sert à l'équilibre. Par exemple, un individu est dans un train qui roule à une très grande vitesse, on va dire 300 km/h. Le défilement du paysage donnera l'information du déplacement, sauf que l'absence de perception, on ne bouge pas. Voilà, on est immobile, on ne bouge pas, c'est ça. Le corps est immobile, mais tout tourne, donc, et ça tourne ensuite réellement dans la tête. Parce que le cerveau ne comprend pas cette... Exactement. Alors, ces sensations entrent en conflit et le mal des transports apparaît en général. Les symptômes se dissipent vraiment après être arrivé à bon port, tout simplement. Alors, comment éviter comment éviter de se sentir mal pendant un trajet? Alors, avant un trajet, il faut manger, mais il ne faut pas manger gras. Voilà, il ne faut pas manger gras, trop lourd. Il faut quand même avoir mangé un petit quelque chose pour ne pas avoir une hypoglycémie, parce que l'hypoglycémie favorise le vomissement. Et s'hydrater, bien sûr, ne pas être anxieux, il faut être zen, calme, tranquille. Alors, dans une voiture ou dans un bus, préférez les places à l'avant. Et puis, quand on est à l'avant, on fixe un point dans l'horizon. On fixe un point, on ne regarde pas le défilement, on fixe un point dans l'horizon. Et puis, si le mal de transport arrive quand même, on ne panique pas, ça ne sert à rien parce que ça va aggraver la situation. Donc, si on est conducteur, on peut prendre la place du conducteur parce que vu qu'on est acteur du... Oui, c'est ça. On bouge et voilà, donc vu qu'on est acteur du
du mouvement, la situation, donc, de la situation, donc on n'a pas le mal du transport. Sinon, un petit torchon humide sur le front, si on peut s'allonger, on s'allonge. Et puis en voiture, on peut toujours s'arrêter, se rafraîchir, faire des pauses, ce qui est bien. Dans l'avion ou dans le bateau, là, on ne peut pas vraiment s'arrêter. C'est un peu plus compliqué le bateau. Exactement, c'est plus compliqué. Donc dans le bateau, essayez de choisir une cabine au milieu du bateau et proche à la mer. Donc au milieu du bateau, c'est là où ça tangue le moins. Donc au milieu, ça va, ça tangue moins qu'ailleurs. Essayez de rester sur le pont le maximum possible, à l'air libre, frais et tout ça. À l'avion, c'est au niveau des ailes. C'est là où ça ne bouge pas vraiment beaucoup en avion, mais au niveau des ailes, c'est là où ça bouge le moins. Donc, restez à cette place-là. Mais je pense aussi parce qu'on ne voit rien. Oui, on ne voit rien aussi. On ne sait pas si on a décollé ou on a atterri. Exactement. Oui, si on n'est pas devant un hublot, si on ferme l'hublot, c'est clair. Oui. Alors, les traitements pour soigner, Oui. bon, c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de traitement. Si vous pouvez aller voir votre médecin... Pour les médicaments, je ne peux rien vous dire. C'est de voir avec votre médecin, peut-être pour un antivomitique. Il y a des bracelets. Justement, il existe premièrement des patchs spéciaux pour adultes, alors qu'on met derrière les oreilles 6 à 12 heures avant de prendre le transport, qui dure 72 heures. Après les 72 heures, si vous êtes toujours en voyage, par exemple en bateau, vous changez le patch. C'est déconseillé aux enfants et ça agit sur l'oreille interne qui va donner moins de signal perturbateur, en quelque sorte. Il y a les bracelets, justement, les bracelets à mettre sur les 2 poignets qui vont faire des pressions sur des points d'acupuncture pour éviter de vomir. Voilà. Sinon, la dernière solution, c'est les huiles essentielles. Nature, on va revenir à la nature, les huiles essentielles pour éviter de vomir. Alors vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle de citron. Alors 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 1 goutte de citron, vous les mélangez, vous mettez un peu sur les mains, sur le dos de la main, quand vous sentez l'envie de vomir. Bien sûr, ces 2 huiles-là sont déconseillées aux enfants de moins de 6 ans et déconseillées aussi aux femmes enceintes. Et sinon, si avec tout ça, ça ne marche pas, prévoyez un sac à vomi. On ne sort pas. Ça me rappelle clandestin. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monia. Même si on vomit, il ne faut pas oublier de s'hydrater pour ne pas avoir une déshydratation. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux, mesdames. J'étais ravie de vous avoir. Avant de recevoir ma prochaine invitée, on va être avec Lamia Bedbouda qui va nous parler du club plongée sous-marine Les Clés du Bonheur. À tout de suite. La raison pour laquelle j'aime la mer, je ne peux pas l'expliquer, c'est physique. Lorsque vous plongez, vous commencez à vous sentir comme un ange. C'est une libération de votre poids. Ceci est une célèbre citation de l'océanographe Jean-Yves Cousteau. Aujourd'hui, nous sommes au club El Morjan. Je vous emmène avec moi pour mon premier baptême de plongée. Alors, vous allez faire une respiration bucco-nasale. Vous tenez vos détendeurs. Respire et expire. Respire et expire. Respire, inspire et expire. Très bien. Donc, le détendeur, c'est la source d'air. Alors, si je vous fais ça, Hadia, c'est une question. D'accord. Est-ce que ça va ?
La plongée, c'est un loisir de détente, c'est un sport qui nous permet de déstresser. C'est un sport très merveilleux où on découvre des sites splendides, on voit des espèces magnifiques et bien sûr on fait des connaissances extraordinaires avec de nouvelles personnes. Ravie de recevoir mon invité Siham Rahmania. Bonjour. Ravie de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes fondatrice du club plongée Decapalm qui se trouve à Decap-Plage, alors à l'est de la capitale, non loin de Entaya. Alors, ça fait combien de temps que vous avez le club? 14 ans. 14 ans. Je peux avoir l'histoire? C'est une passion. C'est une C'est passion. de la reconversion et puis j'ai voulu ouvrir un club et ça a marché, ça va. C'était quoi le déclic? Alors le déclic, c'est que j'ai eu la chance de voyager et j'ai trouvé une prestation de service. Et c'est vrai que heureusement et grâce aux associations qu'il y avait en Algérie, la plongée existe. Mais j'ai voulu un peu donner un nouveau concept parce que déjà je suis le seul club qui ne soit pas à pied dans l'eau, par exemple. D'accord. Je suis le seul club qui n'est pas au bord de la vague. Voilà, on prend le véhicule pour descendre à la plage. Et puis c'était surtout vivre ma passion, quoi. Donc vous avez commencé très jeune à plonger. Ouais. Oui. Ça fait 24 ans. 24 ans. Ouais. De plonger. Oui. Waouh. Incroyable. Ouais, Et c'est super, c'est super. Donc une passion et maintenant c'est votre métier. Ouais. Depuis 14 ans. Et donc comment ça se passe? Donc quelqu'un qui veut plonger. Est-ce que tout le monde peut plonger? Alors, il y a déjà des contre-indications médicales. Voilà, tout ce qui est maladie chronique, diabète, tension, asthme, ce sont des contre-indications. Il y a l'âge à partir de 8 ans. Mais sinon, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut avoir une bonne santé et surtout avoir envie de plonger. C'est tout. C'est ça. Mais on a tendance, enfin, les gens ont tendance à avoir peur de ce qui se passe sous l'eau. Le monde sous-marin, pour nager, ok, mais quand on voit tout l'appareillage, la bouteille, c'est assez... comment on commence déjà? C'est avec un baptême? Oui, on peut commencer avec un baptême. Vous savez, si on est aquatique, c'est même pas la peine. Après, on n'est pas des poissons. On a besoin d'avoir un équipement pour respirer sous l'eau. Et cet équipement, déjà pour le baptême, vous êtes assisté à 100%. C'est-à-dire, vous voulez descendre, et, le moniteur est là pour vous assister. Et sinon, vous faites une formation. Et la formation, on commence à 1,50 m, à s'habituer justement à la respiration sous l'eau. Et après, on évolue au fur et à mesure. D'accord. Donc oui, alors où c'est un baptême normal ou pour les plus peureux, je veux dire, et les plus restreints, vous pouvez faire quelque chose de plus détaillé, je veux dire, prendre les gens plus de temps. Oui ou non, il faut. C'est-à-dire, il n'y a pas une méthode ou un mode d'emploi, genre on fait ça. C'est vraiment chaque personne, sa méthode. D'où le baptême, on est seul avec le futur plongeur, dans le sens où il nous arrive de rester 10 minutes, un quart d'heure, rien qu'en surface, pour que la personne puisse s'habituer à la respiration. Psychologiquement. Tout à fait. Ou bien vous avez des gens qui sont aquatiques et là on est sous l'eau. Super. En un claquement de dents. Et le baptême dure combien de temps? 20 minutes en général, justement. C'est parce que comme on ne demande pas de certificat médical et tout, et puis ce sont des temps qui sont fixés scientifiquement, dans le sens où, vous savez, vous restez contracté la bouche pendant 20 minutes, il faudra s'habituer. Voilà. De ne pas être piqué par une méduse. Oui. La méduse, au contraire, moi je suis contente d'avoir sous l'eau. Il faut juste savoir l'éviter, c'est tout. Mais elle est chez elle. Oui, mais c'est bien. En plus, j'imagine que vous êtes équipé. Donc la méduse, quand elle passe, c'est pas comme quelqu'un qui nage. Non, non. C'est ça. Donc bien sûr, on ne trafiche منها. Et donc après le baptême, et est-ce qu'il y a ceux qui, après le baptême, ils se sont dit, c'est pas pour moi? Oui, honnêtement, oui. Il y a des gens où c'est pas leur milieu. On peut pas leur dire non, il faut. Non, il y a des gens qui sont... Voilà, le baptême, c'est une carte de visite. On va dire, c'est un essai. Voilà, c'est un essai. Il y en a qui accrochent. Genre, ils sortent de l'eau. Non, c'est quand on revient quand. Super. Il y en a où sous l'eau, on leur dit on monte, ils vous disent non, on reste en bas. Après, il y en a, oui, parce que s'ils étaient, soit ils ont un antécédent claustrophobe ou... Oui, c'est-à-dire il y a un vécu derrière tout ça, d'où on a un excellent résultat avec les enfants. C'est ça. Après, dès que la personne elle a un vécu, une fois sous l'eau, nous on le voit.
Voilà. Génial. Mais les enfants, ils s'adaptent à tout. Hein. Oui. C'est incroyable. Et donc, après le baptême, il y a le niveau 1, le niveau 1, le P1, plongeur niveau 1, qui vous permet de plonger encadré jusqu'à 20 mètres. D'accord. Ah, c'est une question de profondeur. Oui, de profondeur. Non, encadré, c'est-à-dire il y a aussi l'autonomie. Hein. Donc, vous êtes encadré avec un moniteur et vous pouvez descendre sur un fond de 20 mètres. D'accord. Et donc, quand on a un P1, donc il faut savoir s'équiper. Oui, savoir s'équiper, communiquer sous l'eau et suivre le guide de palanquet. Le guide de palanquet, c'est justement, écoutez, je vais pas dire le chef d'équipe, ça se dit pas en plongée. C'est-à-dire c'est le groupe, on appelle ça la palanquée. Donc ça c'est les P1. D'accord. Et le P2? Les P2 sont autonomes, donc ils peuvent plonger entre eux jusqu'à 20 mètres. D'accord. Et ils doivent être assistés jusqu'à 30 mètres. D'accord. Le max pour eux c'est 30 mètres. Et P3? P3 ils sont autonomes. Classe. هذوك هما اللي يشطحوا تحت الماء. Alors j'ai vu des vidéos, on va les faire passer, j'ai adoré. Alors c'est les P3 Hadouk qui dansent. Ouais, c'était un petit deal dans le staff, ils avaient vu ça, ils ont voulu réaliser ça. C'est super. Et ils l'ont fait, en plus je le savais pas, j'ai découvert la vidéo comme ça et j'ai trouvé il faut un peu d'aisance et tout, ils ont choisi l'endroit parce qu'il faut pas toucher aussi à la faune et à la flore, d'où je vous dis vraiment c'est un niveau technique, aquatique. Alors, entre parenthèses, Madame Ahmania, quand on plonge avec elle, si on a le malheur de rapporter quelque chose, une étoile de mer, ou là, on est grondé. Alors, on est grondé, ce qui appartient à la mer reste à la mer. Je leur dis, on est dans un musée à ciel ouvert. Quand on va dans un musée, est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose? Vous allez dans un vernissage, il y a cette toile qui me plaît, je la prends. Et non. Donc pareil, il y a de très beaux tableaux, il y a de très beaux objets sous l'eau. Et donc on a juste le droit de regarder, prendre des photos, sans plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'atteste. Oui, je l'atteste. Je confirme. Et donc, par rapport aux vidéos, donc il y a d'autres vidéos aussi vous m'avez dit, de fiançailles. Écoutez, j'ai pas mal de plongeurs qui veulent justement immortaliser le moment et avoir une demande extraordinaire. Et donc, on a réussi à faire des demandes de mariage sous l'eau. Et elles ont toutes dit oui. Hein. Sinon, sinon, je leur avais dit, je garde la bague. Donc oui, on met donc la personne, elle est sous l'eau et à un moment, on sort la plaque. Veux-tu m'épouser? Et on est à petite profondeur parce que là, la réaction, on est tous autour, voilà. Et en général, on a oui, et voilà, il lui met la bague sous l'eau. On a eu, on a fait des plaques avec joyeux anniversaire. Voilà. Super. Il faut savoir qu'on peut manger sous l'eau. Donc oui, on a eu droit aussi à des petits bonbons, des petits morceaux de chocolat sous l'eau. On mange sous l'eau, on boit sous l'eau. Oui, on fait notre vie, quoi. On est mieux en bas, franchement. C'est mieux, hein. On est mieux en bas. Ce que je retrouve au Sahara, je le retrouve un peu sous l'eau. Le silence. Alors le silence, on entend quand même, notre respiration et tout. Mais c'est vrai que les paysages du Sahara, vous pouvez les retrouver sous l'eau. L'avantage, c'est que vous pouvez planer. C'est ça. Sous l'eau, vous pouvez planer entre les rochers, entre les falaises du Sahara, le sable. Nous, on plane, on veut monter, on monte, on veut descendre, on descend. Et où vous avez plongé à travers le monde? Alhamdoulilah, comme on dit. J'ai fait déjà la Méditerranée, ça va. J'ai fait différents spots dans le nord, que ce soit le sud de la France, l'Italie, l'Espagne, Malte. J'ai beaucoup apprécié Malte. Et les profondeurs? Max 68 mètres. Voilà. C'est comme s'il vous plaît. 24 ans de carrière, je peux me permettre. Et après, j'ai eu pas mal de spots au niveau de l'océan Indien. De très jolis spots aussi. Raja Ampa, j'ai fait un peu les Seychelles, les Maldives. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller en Australie. J'ai fait la Grande Barrière. Il faut savoir que nous, les plongeurs, on cherche les spots. Donc, c'est une passion. Donc, je travaille pour voyager. Je ne vous cache pas. Il y a eu aussi l'incontournable mer Rouge, où même le staff, on est parti avec le staff aussi. Super. On s'est fait un voyage staff. C'était sympa. Et là, j'attends, j'espère. Et est-ce qu'il y a des compétitions? Oui, les compétitions sur des photos, sur le... Voilà, c'est-à-dire moi, je suis... au niveau du club, je ne fais pas de chasse sous-marine. D'accord. C'est exclusivement plongée. D'accord. Voilà, en formation, en exploration, en initiation.
Mais il y a des compétitions de chasse sous-marine, il y a des compétitions de natation, il y a des compétitions de photo. On a fait un jour un concours photo, on a mis, c'est-à-dire on a donné un petit prix à la... Enfin, il y avait un petit jury, c'était un truc sympa. Voilà. Donc je veux dire, non, dans la plongée sous-marine, il n'y a pas de compétition. C'est pas réellement un sport, hein, c'est vraiment c'est un loisir. Et après, par contre, pour aller d'un niveau à l'autre, on a besoin de compétences et de conditions physiques. C'est ça. Voilà. Franchement, moi je le définis comme ça. J'espère que les autres seront d'accord avec moi. Moi, je vois la chose comme ça. Et pour les enfants, c'est une bonne activité aussi. Hein. Oui. Oui. Franchement, moi, tout au long de l'année. Hein. Quand l'eau est un peu froide, je préfère pas. Ouais. Pour les enfants? Oui, pour les enfants. Pour les enfants. Parce que les enfants, ils vont pas vous dire j'ai froid. Même ils vibrent. Il a ça bleu, les lèvres bleues. Ça va. Oui, ça va, comme ça, mais ça va. Donc non, les enfants, parce qu'après, ils sont fragiles par rapport à nous, les adultes. On a beau leur donner les combinaisons plus épaisses et tout, mais un enfant reste surtout 8-10 ans, ça reste fragile. Je viens de me rappeler aussi que vous avez des plongées film Maghreb. On fait des plongées nuit et plongées film Maghreb spécial Ramadan. Oui, spécial Ramadan et pleine lune. Oui, parce qu'on a une luminosité qui est différente. Oui, on a fait même, exceptionnellement, on a fait plongée Flaïd cette année. On a fait une petite plongée, elle était vraiment poissonneuse. Alors la vidéo que vous voyez là, c'était le deuxième jour de l'Aïd et on a eu droit à une biodiversité qui était magnifique. Voilà, parce que c'était l'Aïd, je ne sais pas si les poissons ils savaient que les gens n'allaient pas venir, nous on est partis. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je dirais ouloulou. Non, je ne m'attendais pas à celle-là. Merci beaucoup, Siam Rahmania. Je dis comme quoi vous êtes, je répète, vous êtes fondatrice du club de plongée Decapalm qui se trouve à Decaplage. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Et avant de recevoir mes prochains invités, je vais vous laisser avec le reportage de Riles Ould-Hamouda qui va nous parler toujours sport aquatique, gros plan sur le sport de la glisse. À tout de suite. Amir Amirouche, un athlète de club CSG qui fait beaucoup de disciplines. Exactement, c'est les sports extrêmes. Je fais toutes les disciplines, donc où il y a de l'adrénaline, où il y a du risque, je me mets à fond. On commence par les sports de mer, on a le surf, le kitesurf, le windsurf, la plongée sous-marine. C'est ça les disciplines. Il y a pas mal de compétitions en Algérie, organisées par le club. J'ai eu 2 titres déjà, champion d'Algérie, paddle et surf. Donc c'est des méga rencontres où on trouve les surfeurs d'Algérie dans toutes les wilayas, Oran, Béjaïa, Alger, tous les surfeurs, et c'est ouvert pour d'autres gens qui veulent le sport اللي نديرو فيه باش يدخلوا فيه يتعلموا et tout. Les sports de montagne, on a l'escalade, le slackline, le highline. Le slackline, c'est un fil qui fait de 7 ou 8 cm. On obtient l'équilibre si on marche avec le slack. Le high, c'est un slack bien plus long. On a des randonnées où on marche beaucoup de kilomètres. Donc on fait le snowboard et le ski. Et parfois on fait des campings et tout. Donc le club a été créé en 2009. On a créé le club en 2014. J'avais 14 ans, 15 ans. Donc j'ai essayé de faire toutes les disciplines. Tu vois, j'étais un débutant, maintenant je suis un amateur. J'espère bien devenir un professionnel. J'ai beaucoup de titres, presque toutes les disciplines, surf, escalade, VTT. Voilà, c'est un club d'aventure aussi.
Parmi les premiers titres, on a le surf. Donc le surf, j'ai eu la méga rencontre 2014, la méga rencontre 2015, deuxième place champion d'Algérie. En 2017, champion d'Algérie en escalade. Et je suis dans l'équipe nationale du kitesurf. J'espère bien sélectionner les Jeux Olympiques 2024. C'était prévu les Jeux Olympiques 2020, mais Corona, c'était prévu au Tokyo, donc à Paris 2024. Donc les disciplines, le club, il essaie d'avoir des athlètes professionnels. On a l'escalade, le skateboard, le surf et le kitesurf. Donc c'est ça les disciplines qui sont dans les Jeux Olympiques. Déjà le kitesurf, il est dernièrement intégré par l'État, la fédération algérienne, donc parce qu'il était un sport normal comme des autres sports de glisse. Il y a beaucoup de sports de glisse qui ont le skimboard, le bodyboard, tu vois. Même la fédération de voile. Donc dernièrement, il était intégré par l'État. Ils ont organisé des compétitions pour rentrer dans l'équipe nationale. Je suis un athlète, tu vois, l'équipe nationale a besoin de moi, l'Algérie a besoin de moi. Tu vois. Et donc ils ont fait des compétitions et tout. Les sportifs, les athlètes de glisse, ils ont fait le stage à Daya, ils ont fait la compétition. Donc ils ont choisi les top 10 de l'Algérie. Il y a des autres athlètes des autres wilayas et tout. J'espère bien d'être un athlète professionnel et sérieux. Retour sur notre plateau, alors avec mes deux invités, Youssef Mezgherani, vous êtes directeur technique de la Fédération algérienne de l'aviron. Bonjour. Bonjour. Et accompagné de Sid Ali Boudina, vous êtes athlète au niveau de la fédération, c'est ça? C'est bien cela, bonjour. Allez, bienvenue. Merci. Alors on va parler aviron. Oui. Donc je pense que c'est un sport qui n'est pas très vulgarisé, qui n'est pas très connu. Enfin on le voit peut-être beaucoup plus à la télé, mais ici en Algérie, je pense que depuis combien de temps elle existe la fédération? La fédération existe depuis l'indépendance, depuis de l'aviron? Oui, la fédération. D'accord. Mais le sport en lui-même existait depuis l'époque coloniale. Donc c'est les Français qui ont D'accord. Ça. Donc c'est les clubs, par exemple, je peux citer les clubs d'Alger. Le sport nautique d'Alger, il est fondé en 1867. Mais on n'entend pas parler beaucoup. Ces dernières années, oui, avec les réseaux sociaux, avec si vous voyez la page de Sid Ali Boudina, vous allez voir qu'il a beaucoup de fans. Après, ça dépend, on va dire, la politique de communication de la fédération. D'accord. Par exemple, avec cette nouvelle fédération, on a engagé une spécialiste en communication qui fait le contenu. D'accord, donc ça consiste en quoi? C'est à élargir l'idée, à parler beaucoup plus de... C'est pour promouvoir la discipline, faire connaître à tout le monde, voilà. Il y a juste ici à Alger ou la Caïne sur le territoire national? Non, il y a Alger, Oran, Al-Naba, il y a des clubs à Mila, je pense, Indefla. Bon, ça commence à se développer, mais super. C'est mollo. Et donc, il y a des compétitions déjà à l'échelle nationale? On a organisé un championnat d'Algérie au mois de juillet. D'accord. Et ça s'est très bien passé. On a vu des nouvelles têtes, des athlètes qui... À quel niveau? Au niveau de Djidjel, au barrage caissière de Djidjel. Ah, le Djidjel? Oui. Au barrage. On peut organiser des stages et des compétitions dans les barrages. Et c'était bien? C'était super. Ah bon? C'est qui se pratique sur les eaux douces. Voilà. Nous, malheureusement, on rame ici au port d'Alger. Mais j'ai vu une fois, je me suis dit, non, c'est pas l'aviron, ça. C'est l'aviron et kayak au port d'Alger. D'accord. Ça se pratique là-bas. C'est pas loin de l'Espadon, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Au départ, l'aviron, c'était juste au niveau des ports. D'accord. Les anciens clubs... Weylech, alors que normalement... C'est la proximité de la population. D'accord. En fait, les barrages sont un peu isolés des la villes. ville. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça un petit peu le problème. L'avantage du barrage de Djidjel, c'est qu'il est au milieu de la ville, donc on peut pratiquer. Et donc, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Il y avait beaucoup de participants? Beaucoup de participants qui sont venus des trois coins de l'Algérie, beaucoup de familles aussi qui sont venues regarder le championnat. C'est génial. Les curieux, donc ça s'est très bien passé. Mais c'est un sport qui est assez complet, hein? Ouais,
très complet. On fait appel à tout le corps. C'est ça. Les jambes, le tronc, les bras, c'est un sport assez complet. On le voit maintenant, ça se développe un peu les rameurs de salle. À la salle, quand on va à la salle, on voit les coulisses des rameurs de salle, donc on bosse très bien les... Donc vous vous entraînez là-bas? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça reflète un peu le mouvement d'aviron qu'on fait sur des bateaux. Super. Et j'avais lu ça quelque part aussi, qu'au niveau cardiovasculaire, il n'y avait pas mieux que ça. Ah, oui. C'est tendance aussi dans les crossfit, si vous voyez les programmes crossfit, il est intégré dans les ateliers, donc le rameur. Donc c'est ça. En fait, c'est un sport d'endurance, de force. Donc au niveau cardio aussi, c'est la même chose à peu près qu'un en fait, le demi-fond en athlétisme, c'est le même effort à peu près. Ah bon? En course, c'est 2 minutes. Parce que moi, je me vois sur mon kayak. Tranquillement, Rien à voir. Rien à voir. Je vais aller voir qu'elle deux fois et je meurs. Mais voilà, il faut. Donc vous vous entraînez au niveau des salles de sport. C'est ça? Oui, voilà, sur l'eau aussi. On fait beaucoup de kilomètres sur l'eau pour aussi s'adapter au bateau. Combien de kilomètres à peu près? L'entraînement journalier, c'est 20 km le matin, 20 le soir. 40 km par jour. Ça, c'est pour des athlètes de haut niveau, pour les élites. Pas choquer les gens aussi. Après, pour les cadets. 40 km. Après, on va dire pour les jeunes catégories, on va faire de 50 jusqu'à 40 km par semaine. Plutôt. Si on parle de séances, c'est à peu près 5 séances par semaine pour les jeunes. D'accord. On ne va pas aller jusqu'à 7 sur 7 du quotidien. Donc, il parle des athlètes d'élite, des athlètes confirmés. Donc, il est dans le top 12 mondial. Vous faites les 40 km? Oui, bien sûr. Oui. Il le faut. Si on vise les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde. Et les Jeux méditerranéens, non? Il n'y avait pas l'aviron? Il y avait au début, mais après ils l'ont déprogrammé au dernier moment. Il y avait ça, même le kitesurf a été déprogrammé aussi. Oui, le triathlon aussi, pas mal de disciplines ont été déprogrammées. C'est dommage, mais bon. Non, mais quand même, ça vous a permis de vous entraîner, d'être enfin prêt. Et donc, vous vous préparez pour septembre, d'après ce que j'ai compris. Pour les championnats du monde qui seront en République tchèque. Championnats du monde, ça va... En septembre, en République tchèque, ça sera en septembre. C'est une étape avant les qualifs aussi aux Olympiques. On vous entend pas très bien au niveau de la régie. On me dit... Moi, je pense que du tout l'aviron. Vous êtes essoufflé. Non, on est essoufflé un peu, on est fatigué. Parce qu'il y a la cigale qui dépasse vos voix. Et donc, à peu près, donc, les entraînements, c'est journalier, ça dépend de combien de kilomètres? Ça dépend. Pour les élites, c'est journalier, c'est 40 km par jour, comme je disais. Et après, pour les jeunes catégories, pour les gens des clubs, etc., c'est 5 séances par semaine. Donc 40 km tous les jours? Tous les jours. Du quotidien. Il le dit comme ça. 2 entraînements, un le matin, le soir. C'est ça, il faut avoir beaucoup de kilomètres pour avancer en bateau. En fait, pour sentir, comme c'est un sport de glisse, pour avoir les sensations de glisse après en compétition. C'est ça, il faut aller vite, c'est ça? Oui, il faut aller vite. En fait, il faut que l'effort soit en coordination avec le bateau. Il faut que le bateau se freine à chaque fois et le relancer à chaque fois. Il faut vraiment que le bateau glisse et le prendre à sa vitesse et l'accélérer à chaque fois. C'est intense, C'est intense, assez conséquent. Mais il le faut pour avoir un bon niveau en aviron, pour réussir à être parmi les meilleurs mondiaux. Et il faut avoir ce nombre de kilomètres dans les jambes, dans les bras. Pour avoir une idée, l'aviron c'est un sport cyclique. C'est comme un sport cyclique. C'est un geste qui se répète. C'est comme le cyclisme. D'accord. Donc c'est pareil, les cyclistes s'entraînent des kilomètres et des kilomètres par séance d'entraînement. Donc c'est pareil pour nous. Ouais, c'est vrai, hein. Mais moi, quand on parle d'aviron, moi je vois qu'en quoi on est statique, il y a juste les bras, mais finalement c'est tout le corps. Il y a les jambes, il y a une coulisse en dessous et on vient vraiment aller chercher devant l'amplitude, un max d'amplitude pour prendre le bateau avec ses jambes et l'accélérer avec le tronc et les bras au final. Et c'est ça le vrai mouvement d'aviron. Incroyable. Vous étiez athlète, vous faites de l'aviron aussi? J'étais. Classe, c'est la retraite? La retraite, oui. On a même ramé ensemble, donc... C'est vrai? Oui, on est champion d'Algérie ensemble aussi. Et est-ce qu'il y a des filles? Oui, il y a des filles, il y a beaucoup de filles. Oui, il y a des filles qui font... En ce moment, on a Nihad Benchadli qui a participé avec lui à la Coupe du Monde. Elle a fait 6e.
Ah, elle est arrivée, elle a été notre invitée l'année dernière. Ouais, exactement. Donc elle connaît les... Donc il y a eu pas mal de filles. Vous étiez invitée aussi? Il y a longtemps. Autant qu'athlète? En tant qu'entraîneur. Ah bon, entraîneur. Ouais, بعد d'été. تقطع la flèche d'échelon. في جدا واصل. عيا. Et donc il y a des compétitions qui arrivent? Oui, donc il y a les championnats du monde qui arrivent au mois de septembre. Donc c'est une étape très importante, c'est l'étape ultime avant pour clôturer un peu la saison. C'est le mondial, c'est où? C'est en République tchèque. En République tchèque, super. Donc on est passé par plusieurs compétitions, championnat d'Algérie, les coupes du monde. Et ça c'est vraiment l'ultime compétition pour être... Donc la Roumanie c'était en juillet, hein? C'était en juillet, exactement. En juillet, ouais. Et donc vous allez partir en Ortèche, en République tchèque? C'est toute la fédération, enfin toute la fédération. Il y a 5 athlètes qui vont participer au championnat du monde. D'accord. Donc, et donc ça se passe en une seule journée ou il y a des étapes? Non, en une semaine, il y a des étapes. En fait, il y a des séries, ensuite il faut se qualifier en quart de finale, et après demi-finale, et après atteindre la finale. C'est un long chemin en fait. Donc il y a un long chemin avant d'arriver. Et c'est une question de kilométrage, hein? En fait, c'est 2 km à l'aviron, en course c'est 2 km. C'est 2 km, 6 bateaux alignés. C'est comme en natation en fait, il y a des lignes d'eau. D'accord. Sur 2 km et départ, le premier arrivé, c'est le premier qui a gagné. Et Hagda, c'est ça. D'accord. Jusqu'à les 6 premiers qui feront la finale ultime. Et c'est là ou le golf, c'est ça? Ou la natation, beaucoup plus la natation. Donc, et ça peut durer une semaine? Ça peut durer une semaine. Chaque jour une course et après il y a les repêchages aussi au cas où on ne réussit pas à passer. Et ça peut durer une semaine. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez cette discipline? Pour ma part, ça fait 15 ans à peu près. Combien? 15 ans à peu près. 15 ans? Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait que? C'est un pur hasard pour vous dire. Moi, je faisais la natation avant. D'accord, ah oui, c'était toujours dans le milieu aquatique. C'est vraiment hasardeux. En fait, je voulais faire de la voile et mon père s'est trompé de bureau d'inscription. En fait. Non. Et après, j'ai... C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est vraiment le pur hasard. Il a continué. Et étant petit, moi, je connaissais pas cette discipline. Bah oui. Je voulais faire de la voile et après, quand je suis rentré vraiment, j'ai dit à mon père, je vais voir et après, je te dirai s'il en change ou pas. Il est tombé fou amoureux de... Exactement. Mais la curiosité super. En étant jeune, c'est une belle histoire. J'adore moi ces histoires-là. Merci beaucoup, merci. Alors je rappelle, Monsieur Mezralani Youssef, alors vous êtes directeur technique de la Fédération algérienne de l'aviron et nous avons eu avec nous aussi l'athlète Sidali Boudina. On vous souhaite bon courage pour septembre. Jean à septembre. Oui, bien sûr, avec la médaille. Bien sûr. Sinon, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque matinée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas la crème solaire. Faites attention à vous. Bonnes vacances. خليكم في الأمان.